Another Patreon request. We got Socrates, l'homme qui en savait trop peu. Socrates, I think, was a Greek philosopher. There's the hint. A Greek philosopher. Other than that, I don't know nothing really about him. Apparently, not too many. So he's a guy who a lot of people don't know too well because we don't know him well enough. Trop peu. Very little. Something like that. Yeah. So I guess we're gonna learn a little bit about him. What Socrates did. Bonsoir Socrate. Oh my God, that's exactly what he looked like. C'est incroyable. It's an absolute, I mean, he's identical. It must be his twin brother. Yeah. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne web qui s'appelle Philosopher View. Nous sommes en direct du 4e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Eh bien, je suis Socrate, citoyen d'Athènes. I guess it's Socrate in French. Et les citoyens d'Athènes m'ont condamné à mort. Ils sont gentils. Bonjour à toutes et à tous, ça fait plus de 5 ans que cette chaîne existe et quel scandale, je n'avais toujours pas eu l'occasion de parler de ce bon vieux Socrate, le daron de la philosophie. Quand même, il serait temps. Alors pour me rattraper, j'ai voulu faire les choses bien et j'ai obtenu une interview exclusive de Socrate en chair et en os, juste après son procès retentissant. Socrate, on vous a accusé de corrompre la jeunesse, de ne pas reconnaître les dieux de la cité et d'avoir introduit de nouvelles divinités. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Non, mais on peut plus rien dire à Athènes aujourd'hui, c'est terrible, hein. Everything triggers the Greeks. Pourtant, je fais que poser des questions, moi, rien de plus. Je prétends pas détenir la vérité sur quoi que ce soit. Oui, alors vous avez dit, je cite, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Yeah. J'ai dit ça, moi? Avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelques mots sur la figure de Socrate. Même si Socrate a quelque chose de légendaire, ce n'est pas un personnage fictif. Il y a réellement une personne nommée Socrates qui a parcouru les rues d'Athènes pieds nus, vêtu d'un simple manteau usé et discutant avec nombre de ses contemporains. Et le procès au terme duquel le tribunal du peuple d'Athènes a condamné à mort cet agitateur public a réellement eu lieu en moins 399. Ce sont bien des faits solidement attestés, c'est historique. Mais les sources concernant ce Socrate historique sont problématiques. En effet, Socrate n'a jamais rien écrit lui-même, et dans ce qui a été rapporté sur lui après sa mort, il est extrêmement difficile de démêler la réalité de la légende, ou de la calomnie. Toujours est-il qu'on a 3 principales sources sur Socrate. D'abord 2 de ses élèves, Platon et Xénophon, et aussi le poète comique Aristophane. Aristophane? Ah non, vous me parlez pas d'Aristophane, hein. Vous croyez qu'il me fait rire, le comique? À cause de lui, la moitié d'Athènes me prend pour un illuminé qui médite sur le soleil et les nuées. Oui, alors les nuées, c'est le titre de la pièce d'Aristophane qui vous met en scène, justement. Voilà, ça fait plus de 20 ans qu'elle tourne, cette comédie, et tout le monde la connaît ici. Et moi, ça me fait une mauvaise réputation, hein, parce que le Socrate de la pièce, c'est un type complètement perché qui débite n'importe quoi sur ce qu'il y a dans le ciel. Et surtout, le truc grave, c'est qu'il nie l'existence des dieux. Par exemple, il y a une scène où Socrate dit que Zeus n'existe pas et que c'est pas les dieux qui font pleuvoir. La pluie viendrait des nuages ou ce genre de conneries. C'est peut-être pas si débile. Mais c'est le genre de conneries qui fait que je me suis retrouvé accusé d'impiété. Alors que c'est de la Can pure you calomnie. imagine? Moi, j'ai jamais parlé de tout ça. Moi, je me mêle pas d'étudier le ciel, la nature. Je ne parle que des affaires humaines. La justice, la vertu, ce genre de choses. La pluie et le beau temps. C'est pas mon rayon. En fait, le Socrate de la comédie d'Aristophane semble surtout caricaturer des savants comme Anaxagore ou Démocrite qui étudiaient la nature, le ciel, les astres, etc. et qui étaient effectivement plutôt athées, vu qu'ils donnaient des explications naturelles à des phénomènes traditionnellement perçus comme divins. Par exemple, Anaxagore a soutenu que les astres ne sont pas des dieux mais des pierres incandescentes, ce qui est loin d'être absurde au demeurant, et pour ça, il s'est retrouvé accusé d'impiété par le tribunal d'Athènes et forcé de s'exiler pour éviter sa condamnation à mort. Il y a comme un truc qui se répète là, hein. Et notez que Socrate peut très bien se souvenir de ce procès puisque ça a eu lieu de son vivant à Athènes quand il avait lui-même une trentaine d'années. Mais donc Aristophane dans sa pièce Les Nuées aurait assimilé Socrate à ce type de savant naturaliste athée et cette mauvaise réputation le poursuit jusqu'à son procès où Socrate se retrouve lui aussi accusé d'impiété comme Anaxagore quelques décennies plus tôt. Cette réputation était-elle justifiée? En tout cas, le portrait de
de Socrate que donne un autre témoin de sa vie, Xénophon, est totalement à l'opposé de celui d'Aristophane. Le Socrate présenté par Xénophon, c'est un citoyen modèle et très respectueux des dieux de la cité, qui fait bien tous les sacrifices comme il faut. Vraiment, si on en croit Xénophon, le mec le plus pieux d'Athènes, c'était Socrate. Et quand il discutait avec ses concitoyens, Socrate parlait seulement de sujets d'ordre pratique, terre à terre, surtout rien de trop élevé ou philosophique. Oui, Xénophon. Bon, il m'a suivi quelques années. Alors, je pense que ce qu'il va écrire sur moi, ça part d'une bonne intention. Il veut me réhabiliter après le procès, mais alors du coup, l'exactitude historique, je suis pas sûr que ce soit son principal souci. Et puis bon, on va pas se mentir, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, le Xénophon. Donc c'est possible qu'entre ce que j'ai dit sur l'Agora un jour et ce qu'il va écrire de mémoire quelques années plus tard, il y ait 2 ou 3 subtilités qui se perdent de passage. C'est un peu tout le contraire de l'autre jeune, là. Mais je pourrais plus de son nom. Un grand costaud, le large. Le large? Oui, c'est un surnom à cause de ses épaules. Un large, une carrure d'athlète. En grec, on dit Platon. Ah, Platon. Ouais, Platon, donc. Il est très malin, une sacrée plume. Et je me souviens avoir lu un de ses dialogues qui me met en scène, un truc sur l'amitié, je crois. Et c'est génial comment il me fait dire des choses intelligentes auxquelles je n'avais jamais pensé. Alors, c'est flatteur, mais c'est pas vraiment moi non plus. Et sinon, pourquoi vous n'avez jamais écrit vous-même? Ça vous aurait évité ce genre de problème. Mais c'est quoi ce truc que les jeunes, ils ont avec l'écriture? C'est pas vrai ça, Vous êtes tout le temps le nez fourré là dans vos tablettes de Your wax tablets. cire à lire ou à écrire. Faut regarder autour de vous, autour de soi, là. Faut arrêter de s'enfermer dans le virtuel, Un texte n'est pas comme un dialogue réel, en face à face. C'est ça que j'aime, moi, le dialogue. You know what? I couldn't agree more. Oh wait, this is supposed to be before Christ. Oh, never mind. I thought he was talking about today. Ah, okay, never mind. La dialectique, comme on dit, pour faire chic. Un texte, ça vaut rien en comparaison. Ça dit qu'une seule chose et c'est toujours la même pour tout le monde. LOL, see you later. But you got to do the CY. Never mind. All the algorithms and not algorithms. All the what do they call it? What do they call that? When it's just, you know what I'm talking about. Laughing my ass off, LMAF. You know what I'm talking about. LOL, WTF. And I can't believe I can't think about what the hell they're called. But anyway, people don't even know how to write today anymore. They don't. A full sentence, they don't even know how to write it because all they do is LOL and WTF and CYULY, L8TR, So today you ask a child, hey, can you please write a paper for me? They'll look at you like, what? I could text you a paper. Aïe, aïe, aïe. Quel intérêt? Et puis, c'est stupide un texte. Si on l'interroge, il est incapable de répondre. Et puis si quelqu'un l'attaque, il est incapable de se défendre. Mais c'est très joli tout ça, faudrait l'écrire pour s'en souvenir. Oui, vous commencez pas. Eh ben, c'est précisément ce qu'a fait Platon dans le Phèdre, un dialogue où il met en scène Socrate expliquant à peu près en ces termes pourquoi il ne faut pas écrire. Ouais, l'écriture c'est un truc de jeunes qui veulent plus faire d'efforts de mémoire. Heureusement que Platon l'a écrit, sinon on l'aurait oublié. Enfin, bref. Pour en revenir aux différentes versions de Socrate, je pense que vous voyez mieux maintenant pourquoi il est si difficile de situer le Socrate historique. On a d'un côté le Socrate savant de la pièce d'Aristophane, qui semble très éloigné des Socrates de Xénophon et Platon, mais ces deux-là ont 40 ans de moins et n'ont connu le philosophe que vers la fin de sa vie, tandis qu'Aristophane a été un témoin direct de la jeunesse de Socrate. Donc peut-être que sa caricature visait à juste titre ce qu'un Socrate jeune enseignait à une certaine époque. Et de l'autre côté, entre le Socrate de Xénophon très terre-à-terre et le Socrate de Platon bien plus porté sur les grandes questions conceptuelles, il semble aussi qu'il y ait un énorme écart. On sait que dans une large partie des œuvres de Platon, le personnage de Socrate n'est plus qu'un porte-voix pour les idées du philosophe Platon. Mais dans les quelques dialogues qui relatent des événements centraux de la vie de son maître, tout particulièrement son procès et sa mort, il est permis de se demander si Platon n'a pas voulu dépeindre un Socrate assez fidèle à ce qu'il était réellement. C'est encore une fois très difficile à déterminer. En fin de compte, on ne saura probablement jamais qui était Socrate ni ce qu'il a pensé. Et pourtant, Socrate n'en est pas moins une des figures les plus marquantes et influentes de l'histoire de la philosophie occidentale. Presque toutes les écoles de l'Antiquité après lui s'en réclameront directement, et aujourd'hui encore, le récit de son procès et de sa mort, tel que l'a relaté Platon, a quasiment le statut de mythe fondateur de la philosophie.
Ouais, bah tu parles d'un truc mythique, hein. Je me suis défendu comme j'ai pu devant les juges. Enfin, les juges. Disons 501 couillons qui ressort pour me juger. Par contre, c'est vrai, j'ai pas été très bon. Faut dire que j'ai pas l'habitude d'être devant les tribunaux, moi. C'était la première fois de ma vie que je m'y retrouvais, à 70 ans. Alors, par contre, mes accusateurs, ils étaient au top, hein. Hyper forts, de vrais professionnels de l'accusation. Franchement, j'écoutais et je finissais par croire que j'étais coupable. Au fait, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos accusateurs? Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Alors, j'ai été accusé par Mélétos, Anitos et Lycon, donc un poète médiocre, un politicien incompétent et un orateur ignare. J'ai l'impression qu'ils ne me portaient pas tellement dans leur cœur. Alors, on ne sait pas tout à fait ce qui motivait ces trois accusateurs, mais le procès de Socrate avait sans doute une dimension politique. En tout cas, le contexte dans lequel il a eu lieu était politiquement des plus tendus. Je vais essayer de le résumer rapidement parce que c'est quand même important. Athènes, qui était encore quelques décennies plus tôt la cité la plus puissante et florissante de Grèce, se trouve extrêmement diminuée suite à sa défaite contre Sparte dans la guerre du Péloponnèse. À la fin de cette guerre, environ 5 ans avant le procès de Socrate, la démocratie athénienne est renversée par un régime oligarchique soutenu par Sparte, le régime des 30 tyrans, qui se montre particulièrement meurtrier. On parle de 1500 morts pour une population de 40 000 citoyens. C'est pas rien. Heureusement, ce gouvernement s'effondre au bout de quelques mois et Athènes retrouve son régime démocratique, mais elle est encore plus affaiblie. Tous ceux qui ont été associés aux 30 tyrans sont poursuivis, exilés ou mis à mort, et plus généralement, tout le monde cherche des responsables à blâmer pour le déclin de la glorieuse cité. And then they made a movie called 300. You guys saw that, right? Yeah, it was a good movie. Donc, grosse ambiance. Or, Socrate, à tort ou à raison, a la réputation de ne pas être un grand fan de la démocratie. Alors, on n'a rien à lui reprocher directement, il n'a pas participé au régime oligarchique des 30 tyrans, il a même refusé d'obéir à certains ordres qu'on lui avait donnés, mais ce régime était notamment mené par un de ses anciens disciples, Critias. Et avant cela, pendant la guerre du Péloponnèse, un autre disciple de Socrate, le fameux Alcibiade, avait déjà tenté de renverser la démocratie athénienne au profit d'une oligarchie. Donc ça commence à faire beaucoup, là. C'est pas la seule connerie qu'il ait faite, hein, le Alcibiade. Qu'est-ce que j'y peux? C'est pas parce que j'ai un peu couché avec lui il y a 30 ans que je suis responsable de tous ses faits et gestes. Oh my goodness. Donc, oui, j'ai eu quelques disciples qui n'étaient pas exactement des amis de la démocratie. Mais ça dit rien sur ce que je pense, moi. Eh bien, justement, Socrate, qu'est-ce que vous pensez de la démocratie athénienne? En tout cas, on sait ce qu'elle pense de moi maintenant. Ça fera un symbole intéressant pour la postérité. La première démocratie condamnant à mort le premier philosophe. Enfin, si je peux me permettre ce néologisme un peu bizarre, philosophe, hein. J'essaye de le mettre à la mode. Je sens que ça peut prendre. Oui, philosophe, philosophos, est un terme encore très peu employé en grec à cette époque. Et il semble bien que ce soit Socrate, ou en tout cas le Socrate de Platon, qui ait commencé à en faire l'usage qu'on lui connaît aujourd'hui. Ce qu'on appelle philosophie aurait probablement porté un autre nom si Socrate n'en avait pas marqué l'histoire. Avant ça, la figure dominante était celle du sophos tout court, celui qui possède la sophia, ce qui en grec signifie à la fois sagesse, savoir et même habileté pratique. Le sophos, donc, c'est en gros le sage ou le savant. En tout cas, celui qui sait des trucs. Et le point intéressant avec Socrate, c'est que justement, il ne prétend pas posséder une telle sagesse ou un tel savoir. Socrate n'est pas un sophos. Non, vraiment, je ne suis pas un sage ou un savant. Je l'ai toujours nié. Je pensais même être le moins savant des hommes, puisqu'à vrai dire, je ne prétends rien savoir. Mais il faut que je vous raconte une histoire à ce sujet, hein. C'est un peu mon origin story. Ah, j'oublie, je suis con. Un jour, mon ami d'enfance, Chéréphon, est allé consulter l'oracle d'Apollon à Delphes, et il a posé au dieu cette question. Y a-t-il un homme plus sage ou savant que Socrate? Et la Pythie de Delphes, qui transmet les mots du dieu, lui a fait cette réponse. Non, aucun homme n'est plus sage ou savant que Socrate. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? So that's like magic, the magic mirror, you know, magic mirror in Disney. It's the same thing. The God is the mirror to... No. Bon. Un oracle ne saurait mentir. Et pourtant, il me semblait clair que n'importe qui sachant au moins quelque chose est plus savant que moi, qui ne sait rien.
Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai voulu trouver de véritables sages et savants qui pourraient donner tort à l'oracle. J'ai d'abord été voir ceux qui se vantent le plus de leur savoir supérieur, c'est-à-dire les hommes politiques. Et à chaque fois, voici à peu près ce qu'il se passait. L'homme en question passait en effet pour très savant aux yeux des autres et à ses propres yeux. Et même il se moquait de mon ignorance. Mais quand je l'interrogeais avec naïveté sur tous ces sujets dont il se disait expert, je me rendais compte qu'il ne les comprenait pas plus que moi, qu'il était incapable d'en définir les termes et qu'il se contredisait sans cesse en me répondant. Ce qui était bien embarrassant pour lui, bien sûr. Bien sûr. Et chaque nouvel entretien me faisait un nouvel ennemi. Je repartais en songeant qu'après tout, cet homme était au moins aussi ignorant que moi. Seulement, à la différence de moi qui connaissais mon ignorance, lui ne la connaissait pas encore. À ce titre, j'étais plus savant que lui, car moi, au moins, je savais que je ne savais pas. Après les hommes politiques, je suis allé voir les poètes, les artisans, les orateurs, des gens de tout rang. C'est comme les politicians today. C'est la même chose. Ils savent qu'ils savent rien, but they still want to, run the country, run the mayor, run a state, run a country. A region, or a mayor, governor. Ils savent qu'ils savent rien. Tu vois, c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. De toute origine. Et toujours, je m'apercevais que ceux qui prétendent savoir ne sont que des ignorants qui s'ignorent. Oui. Voilà Mais comment j'ai fini par comprendre l'oracle d'Apollon. Quand il dit qu'aucun homme n'est plus sage ou savant que Socrate, il ne veut pas dire que je sais beaucoup de choses. Il veut seulement dire que le savoir des hommes n'est rien. Et que le meilleur en cela est celui qui, comme Socrate, reconnaît au moins son ignorance. En tout cas, ça, c'est le genre d'idée que Platon met dans la bouche de Socrate lors de son procès. Faut avouer que ça a de la gueule. Et ça permet de comprendre pourquoi il importe à Socrate de ne pas se dire sage ou savant, c'est-à-dire sophos, mais bien philosophe, philosophos. Car philein en grec, ça veut dire aimer. Le philosophe, c'est donc celui qui aime la sophia, la sagesse ou le savoir. Il l'aime, il la désire, il la cherche, et s'il la cherche, c'est justement qu'il ne la possède pas. Voilà pourquoi Socrate, celui qui sait qu'il ne sait rien, est le philosophe par excellence. À partir de là, j'ai continué à interroger de la même façon tous ceux que je croisais à Athènes, dans les rues, les banquets, n'importe où, comme une mouche ou un taon qui n'arrêtait jamais de volter et piquer les Athéniens, pour les réveiller, les encourager à s'interroger eux-mêmes, à examiner leur vie. Vous connaissez sûrement la maxime inscrite sur le fronton du temple de Delphes. Cogito... Non, c'est connais-toi toi-même, sagesse grecque par excellence. Eh bien, je crois lui avoir donné un sens à ma manière. Le fond de ma pensée, c'est qu'une vie sans examen de soi ne vaut pas la peine d'être vécue. Et tout ce que j'ai fait, c'est pousser sans relâche les Athéniens à mener cet examen. Voilà pourquoi je discutais encore et encore avec tous ceux qui le voulaient bien, et même ceux qui ne le voulaient pas. Et je me suis trouvé bientôt suivi par une foule de disciples qui visiblement trouvaient de l'intérêt à ces discussions. Notamment beaucoup de jeunes gens parmi vos disciples. Oui, j'inspire le désir. Qu'est-ce que vous voulez? Parlez-en à Alcibiade, il en sait quelque chose. Mais donc, pour en revenir au procès, on vous a accusé de corrompre la jeunesse. C'est même la principale accusation à côté des accusations d'impiété. Faut dire que je me suis pas fait que des amis au fil de mes petites causeries. So did Steve Jobs and the people that made cell phones. Cell phones. Whoever made cell phones, the same thing. They corrupted all the kids. So, tu vois, c'est tout la même chose. Je sais pas pourquoi. Les imposteurs me tiennent rigueur de révéler leur imposture au lieu de me remercier de les avoir tirés d'erreur. Et quand mes ennemis ont vu que j'avais de l'influence sur la jeunesse d'Athènes, et que certains jeunes gens commençaient même à m'imiter, ils en ont conclu que je devais corrompre la jeunesse par mes discours. Avec le procès qu'ils m'ont fait, ils pensaient me faire taire définitivement. Mais si je peux me permettre une prédiction, je crois que leur méthode n'est pas la bonne. Et que ma condamnation va multiplier les petits Socrates et les petits philosophes, plutôt que de les faire disparaître. Là d'où je viens, on appellerait ça un effet Streisand. Je connais pas. Barbara Streisand. Ouais, Non. de rien. C'est une barbare.
Effectivement, le procès de Socrate, c'est peut-être le plus gros effet Streisand de l'histoire. C'est-à-dire qu'en voulant le faire taire, on a donné à sa voix plus d'écho qu'elle n'en aurait jamais eu, ce qui est assez ironique. Et Socrate s'y connaît en ironie. Mais donc, pour finir, revenons sur le déroulement de ce procès. Socrate est jugé pour impiété et corruption de la jeunesse devant le tribunal du peuple d'Athènes, le Dicasterion, une institution très importante de la démocratie athénienne. Pour un procès public comme celui-ci, il y a 501 juges tirés au sort parmi les citoyens d'Athènes. Après le discours des accusateurs, Socrate a eu quelques heures pour prononcer un discours de défense, une apologie. Et c'est précisément ce discours qui est rapporté par Platon dans son Apologie de Socrate. L'histoire de l'oracle de Delphes qui annonce que Socrate est le plus sage des hommes, comment Socrate se fait dès lors un devoir d'aller asticoter tous les Athéniens pour qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne savent rien, et cette formule selon laquelle une vie sans examen de soi ne mérite pas d'être vécue, tout ça, je le tire de l'Apologie de Socrate de Platon. Mais comme je l'ai déjà souligné, il est difficile de savoir à quel point ça correspond au Socrate historique. Une raison d'en douter notamment, c'est qu'on a une autre version de l'Apologie de Socrate, celle que donne Xénophon. Et dans sa version, alors certes on trouve bien la référence à l'oracle de Delphes, sauf que l'oracle n'aurait pas dit que Socrate est le plus sage des hommes. Non, le mot sophos n'apparaît pas. L'oracle tourne autour du pot en disant que Socrate est le plus indépendant, le plus juste et le plus saint d'esprit. Et tout le truc sur le fait que Socrate sait qu'il ne sait rien et qu'il va enquêter auprès de ceux qui croient savoir et se rend compte que ce sont en fait des ignorants qui s'ignorent, tout ça qui est tellement caractéristique de l'idée qu'on se fait de Socrate en philosophie, eh ben on ne le trouve pas dans l'Apologie de Socrate de Xénophon. Le point de Xénophon, c'est avant tout de dire que Socrate était un mec très pieux, très à cheval sur le respect des dieux, et puis tout ce qu'il y a de plus sympa et honnête par ailleurs, rien de plus. Du coup, cette figure du Socrate philosophe qui sait qu'il ne sait rien, qui démasque les faux savants et qui invite à l'examen de soi, n'est-ce qu'une invention de Platon en fin de compte? Encore une fois, c'est difficile à dire. Au fond, concernant Socrate, tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'on ne sait rien. C'est méta. Mais ce qu'on sait de sûr par contre, c'est le résultat du procès. Et ce résultat va largement contribuer à la légende de Socrate. Alors franchement, je m'attendais à pire. Le vote s'est joué à 30 voix sur 500. C'est pas si mal. Mais pourquoi vous n'avez pas réussi à vous défendre? Vous êtes Socrate quand même. Vous êtes censé vous y connaître pour ce qui est de convaincre les gens. Mais pas du tout. D'ordinaire, je ne cherche pas à convaincre. J'aide juste mon interlocuteur à accoucher de ce qu'il pense déjà. Ma mère était sage-femme. Elle accouchait les corps. Eh bien moi, je suis pareil, sauf que j'accouche les âmes. Mais un tribunal, ça n'a rien à voir. Excuse me. Il y a plus de 501 juges. Et on ne peut pas discuter avec chacun. Le temps est limité, la clepsydre coule. Il faut de beaux discours et ça, moi, je ne sais pas faire. Ou alors, faut supplier les juges, faut se lamenter, faire venir des témoins émouvants. Et je ne pouvais pas m'abaisser à ça. You just have to pay the judges like they do today. It's no big deal. Socrates, it's no big deal. You just, I don't even, what was the money back then? I don't even know. It was some Greek coin or something. I don't know. Je me suis contenté de me présenter tel que j'étais, c'est-à-dire innocent. Innocent. Et le résultat, c'est que Athènes m'a déclaré coupable. Coupable, oui, mais pas encore condamné à mort. Pour la sentence, il faut un deuxième vote des 501 juges. Et la justice athénienne est assez particulière sur ce point. Une fois la culpabilité établie, l'accusation doit proposer une peine. Puis la défense doit proposer une autre peine, plus légère a priori, et la règle, c'est que le tribunal ne pourra voter que pour l'une ou l'autre de ces deux peines. Il ne peut pas choisir une peine intermédiaire. L'idée derrière ce système, c'est que l'accusation n'a pas intérêt à proposer une peine exagérément lourde, puisque si elle le fait, la défense pourra proposer une peine modeste et l'obtenir facilement. Mais dans le cas du procès de Socrate, les accusateurs n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont demandé la mort. Ouais, la mort, c'est plutôt radical et définitif comme truc, si vous voulez mon avis. Et après ça, c'était au tour de Socrate de proposer une peine alternative. That's all they did back then anyway. Everybody was just killed. If you don't agree with me, I would go kill them. That's all they did back in those days. Et du coup, à votre avis, quelle peine a proposé Socrate ? C'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de jouer au con, j'avoue. J'ai proposé d'être condamné, attendez, écoutez bien, à être nourri et honoré aux frais de l'État pour le reste de mes jours, en toute humilité. Faut dire que proposer une vraie peine, ça revient à admettre qu'on la mérite, et donc qu'on est coupable. Et ça, je pouvais pas l'admettre. D'où ma proposition d'une peine pas tout à fait sérieuse, être nourri aux frais de l'État. Enfin, j'ai dit nourri au Prytanée, pour être exact.
Le Prytanée, c'est le bâtiment le plus sacré d'Athènes. Hein. C'est un honneur normalement réservé, genre aux champions olympiques. Bah, pourquoi pas moi? Après tout, je vois pas ce que des champions qui ont couru très vite un jour ont fait de plus que moi pour la gloire d'Athènes. Moi, c'est pas juste un jour, hein. C'est toute ma vie que j'ai consacrée aux citoyens d'Athènes. Et je l'ai fait gratuitement, nuit et jour, au point d'en être réduit à la pauvreté, à marcher pieds nus. Et vous me demandez à quoi je devrais être condamné pour avoir mené cette vie, qui paraît-il corrompt la jeunesse? Eh bien oui, être nourri au Prytanée me semble encore une peine adéquate. En fin de compte, vu qu'être nourri au Prytanée, c'était pas à strictement parler une peine, Socrate proposera quand même une amende dérisoire de 1 mine, justifiant son montant par ceci qu'il serait de toute façon trop pauvre pour payer davantage. Mais des amis riches de Socrate, dont Platon, auraient ensuite relevé l'amende à 30 mines en se portant garant pour la payer. En tout cas, c'est comme ça que Platon le raconte. Les 501 juges n'ont donc maintenant plus qu'à voter pour l'une des deux peines, soit la mort, soit l'amende. Le suspense est à son comble. Allons, aucun suspense, hein. Je savais que c'était cuit. Hein. La mort l'a emporté par une majorité encore plus large. Ouais, les juges ont été plus nombreux à voter ma mort que ma culpabilité, bizarrement. Le procès est donc terminé, mais est-ce qu'un recours est encore possible? Vous pouvez peut-être faire appel de la décision? Faire appel? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de barbare, ça? Faire appel? Un jugement, c'est un jugement. Bah, c'est définitif, c'est la loi. Athènes m'a condamné à mort, je dois être exécuté, point. Et vos amis, vous connaissez du monde à Athènes. Vous pourriez vous faire aider pour sortir discrètement, hein, à la Carlos Ghosn. Ah mais oui, je peux m'évader, hein, rien de plus facile. Hein. Je connais pas votre Carlo là, mais mon vieil ami Criton, il est venu un peu plus tôt. Il avait tout organisé, hein, l'évasion, le voyage, l'exil, tout le tintouin. La malle, pas la malle. Ah, mais j'ai refusé, je suis toujours en prison là. Est-ce que je bois? C'est qui, ça? Là, ça là. Bah, c'est la ciguë, préparée par Athènes pour mon exécution. Heureusement que le poison n'est pas trop rapide, hein, ça nous laisse un peu de temps pour finir. Par contre, je sens plus mes jambes. Mais pourquoi vous vous révoltez pas? Je sens plus mes jambes. C'est une injustice, c'est une erreur judiciaire. Je crois qu'il vaut mieux subir une injustice qu'en commettre une. Or, si je me soustrayais à la loi d'Athènes, je commettrais une injustice. Mais si c'est une erreur judiciaire, c'est pas injuste. C'est pas injuste de désobéir à une condamnation injuste. Je vois que tu es bien savant en matière de justice et d'injustice. Alors, explique-moi. Tu penses donc qu'on ne doit obéissance aux lois qu'aussi longtemps qu'on les tient pour justes? Bah oui, enfin, j'ai pas vraiment réfléchi au truc, mais... Et donc, si tous les Athéniens partageaient ta conception des choses, chacun ferait toujours seulement comme il lui semble juste de faire. Oui, effectivement. Et si chacun agit toujours selon ce qui lui semble juste, alors les lois n'exercent en fait aucune contrainte sur les actions. Je suis pas sûr de comprendre... Prenons un exemple. Pour qu'une cité comme Athènes puisse exister, faut-il un tribunal qui réglera les litiges et les désaccords privés sans recourir à la violence? Ah, ça me semble assez nécessaire, effectivement. Que dirais-tu si deux hommes en désaccord sur le partage d'un bien se présentaient au tribunal et que chacun fait valoir que ce qui lui semble juste, c'est que ce bien lui appartienne entièrement, et que si le tribunal ne lui donne pas raison, il contestera sa décision par la violence? Cela sert-il à quelque chose d'aller au tribunal dans ce cas? Bah non, pour que la justice puisse être rendue, il faut qu'ils acceptent d'obéir à la décision de justice, même si elle ne leur est pas favorable. Ne serait-ce que parce que la décision ne pourra pas être favorable aux deux en même temps. Par le chien, ta perspicacité t'honore, cher ami. Mais tu conviens donc que pour qu'un tribunal réglant ce type de litige fonctionne, il faut que les personnes qui s'y soumettent acceptent par avance d'obéir à des décisions qui pourraient leur sembler injustes. Bah, je suppose que oui. Et tu as bien dit que ce type d'institution judiciaire est nécessaire pour qu'une cité comme Athènes existe. Oui, c'est... Par conséquent, quand tu souhaites que les Athéniens n'obéissent aux lois qu'autant qu'elles leur semblent justes, tu t'opposes à ce qui permet l'existence même d'une cité comme Athènes. Cela me semble un peu contradictoire. Ou alors, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ok, je me suis fait socratiser, là. Pour ma part, j'ai le plus grand respect pour Athènes et pour ses lois. Et même si les Athéniens, en me condamnant à mort, ont commis une injustice dont je pressens qu'ils se mordront les doigts, je ne commettrai pas une injustice supplémentaire en leur désobéissant. Si je le faisais, les lois d'Athènes pourraient, à juste titre, se dresser devant moi et me le reprocher.
Alors tout ça est très librement inspiré du Criton, un autre dialogue de Platon qui met en scène Socrate refusant justement l'aide de son ami Criton qui veut le faire évader avant son exécution. Socrate face aux lois, c'est une sorte d'Antigone à l'envers. Antigone, c'est celle qui choisit de désobéir à une loi qu'elle estime injuste et sacrilège et qui sera condamnée à mort pour ça. C'est la figure de la désobéissance civile et de l'objection de conscience. Socrate, lui, aurait pu se sauver en désobéissant à une loi injuste, mais il fait de l'obéissance à la loi une exigence absolue de justice. Et il se laissera exécuter pour cette raison. Wow. En tout cas, selon Platon. En vérité, on ne sait pas exactement pourquoi Socrate ne s'est pas soustrait à la condamnation alors qu'il aurait certainement pu y échapper. Dans la version de Xénophon, Socrate se contente de faire remarquer que, arrivé à 70 ans, ça change pas grand-chose pour lui d'être condamné à mort. Il faut bien mourir de quelque chose. Ouais, il est un peu décevant le Socrate de Xénophon. How about old age? That's a good thing to die from. Old age. On cause, mais je sens que ça va être l'heure. Allez. Un petit dernier pour la route. Ah, ça pique quand même. C'était vide. Et t'as peur de la mort ? Ceux qui ont peur de la mort croient savoir ce qu'elle est. Et ils s'en font une idée effrayante. Moi, je ne sais rien, donc je n'ai pas peur. Si c'est comme un sommeil sans rêve, ce n'est pas un tort de mourir. Et si la mort nous mène aux enfers, comme le veut la croyance commune, ce sera l'occasion de discuter avec Homère ou Hésiode. Je ne perdrai pas au change. Mais voici déjà l'heure de partir. Moi pour mourir et vous pour vivre. De mon sort ou du vôtre, lequel est le meilleur? Personne au monde ne le sait. Excepté la divinité. C'est sur ces mots que se termine l'apologie de Socrate de Platon. Et on reconnaît bien là les derniers mots d'un philosophe qui confesse son ignorance et qui... Au fait, Oh, je dois un coq à Asclépios. Payez ma dette. I owe him a rooster. Oh, hey, quoi? Ah, Sérieux, le poison. Oui. il est mort là ? Alors oui, en fait, c'est ça la dernière parole de Socrate telle que rapportée dans le Phédon, le dialogue de Platon qui raconte sa mort. Je dois un coq à Asclépios. Alors Asclépios, c'est le dieu de la médecine, hein, pas le youtubeur. Autrement dit, sacrifiez pour moi un coq à Asclépios. Le truc semble tellement random et bizarre que ça donne l'impression d'être authentique. Platon écrit même qu'après ça, Criton lui demande s'il veut pas leur dire autre chose de plus important, histoire de pas rester sur ses derniers mots. Ce serait quand même un peu dommage de rater sa mort quand on l'a si bien préparé. Mais non, ce sera bien ça, la dernière parole de Socrate. Je dois un coq à Asclépios. Qu'est-ce que ça signifie ? You don't want to know. You don't want to know what it really means. I mean, tu comprends, right? I mean, I owe him a cock. You know, they were into that shit already back then, you know, young boys, you know, looking all, you know what I'm saying? Okay, just so you understand. Alors je vous passe les innombrables interprétations, aucune n'est vraiment concluante. No, mine's definitely conclusive. Oui. J'ai l'impression que Socrate aurait pu dire à peu près n'importe quoi, les circonstances font que ce sera légendaire. Franchement, même si ces derniers mots avaient été qui a pété, je suis sûr qu'il y aurait eu des thèses là-dessus pour expliquer à quel point c'est une question fondamentale. Par contre, je suis pas sûr de vouloir finir l'épisode là-dessus. Nice green backboard, yeah. Et ben, tu vois, I didn't know anything about him. I didn't know anything really about him. En fait, abonnez-vous, mettez la cloche, commentaire, like, partage, Facebook, Twitter, toi-même tu sais. He played a very good Socrates. Non, vraiment. C'était bien. Mais c'est, you know, you know, when you're talking about things that happened before Christ, you know, all you can go by is, I mean, did you find the original books? The original stories? You know, like the Bible? You know, how many times has the Bible changed from the original Bible? Right? Today it's complete, it's not even the same Bible. So, what is really true and what is made up?
and what is, that doesn't sound too good. But you know what will sound better if we say this instead of that? Where is the proof of what exactly is 100% the truth? When you're talking about things that happen, before Christ. You're talking about decades and centuries before Christ. This story is coming from the 13th century. What are you doing? Googling it? Or you got the original paperwork? You got the original paperwork? Your original book? Socrates, il a dit ça. This was his attitude. He had conversations with this one and this god and that one. And yep, okay, makes sense. On ne sait pas vraiment. On est comme lui. On ne sait rien. On est exactement comme lui. To this day, that statement is still true. We don't know nothing. We don't know if there's a heaven, if there's a hell, if there's a God, if there's nothing, if you just die and we know nothing. We just hope. We make stories up and say, you know what? It sounds better than just going in a grave and just being dead and that's it, you're gone. What sounds better than that? You go to heaven where all your family, even your pets, everybody's up there waiting for you in beautiful clouds. You got angels playing the harp. And you go up there and just everything's wonderful. And you're younger. You look young again. If you died at like 95, when you're up in heaven, you're like 20. You're back to being like 20. Everything. So what sounds better, that or when you die, you just die and maggots eat your body and that's it. You're dead. You're dead. You're gone. So it's when you're talking about stories that go back centuries and centuries and centuries. We can only just enjoy the story and go, that's interesting. But is it really the truth? Did he really say, I owe you a cock. I owe you a cock. That's a hell of a thing to say before you die. That's all I got to say. But, I'm not going there. It's too easy. I owe you a cock. It's too easy. Okay, all right. We'll move on to the next one, okay? Lovely history lesson of Socrates. Kind of. Did he really die? He didn't die of poison. I don't even know why he did that. He didn't die of poison. They killed him. Or maybe they killed him with poison. They forced him to drink something that was poison? Yeah, I guess so. It didn't say like he was beheaded or, fed to the wolves. I don't know what the hell they did back in those days. A guillotine, I don't know. So, poison works. Poison works. As long as it wasn't, if it's good poison, you finish your drink like he said. You enjoy your drink. And then that's not that bad. But if you like, then, that's not fun. You don't want that kind of shit. Well, anyway, let's move on to the next one, shall we? Okay, let's do that. Take care. Peace out. Je ne sais rien.